Allez, bonsoir, bienvenue dans votre émission Sport et Pédagogie. Sport et Pédagogie, c'est l'une des émissions censées de vous expliquer et parler des actualités, plutôt des systèmes de jeu, des différentes disciplines sportives en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Bienvenue dans votre émission. Vous êtes très branchés, très scotchés et suivez votre émission. Vous, les amoureux des Kinacti Télévision, vous, les amoureux de l'émission Sport et Pédagogie. Sur ce plateau, ces beaux cadres de plateaux, dans ces salons de coiffure, on fait des pédicures, des manucures. Je ne suis pas seul, je suis avec l'entraîneur principal du Daring Club Motema Pembe, Amadou Sampo, le Burkinabé, à qui déjà je dis bonsoir coach et bienvenue dans notre émission Sport et Pédagogie. Oui, bonsoir et bonsoir à tous les fans et spectateurs voilà, de cette télévision. Voilà, encore une fois, je peux dire que c'est une deuxième fois. Voilà, tout vous dire merci et que la paix règne voilà, sur l'Afrique. Allez, c'est avec le coach Amadou Sampo, l'entraîneur principal du Daring Club Motema Pembe, les Burkinabés, qu'on va parler de ces sujets à un seul et unique thématique retenue lors de cette émission. C'est comment animer un système de jeu. Alors déjà, dès l'entame de jeu, la fois passée, on avait parlé du système, de la différence entre 4-4-D plat et 4-4-D losange. Et certains téléspectateurs ont demandé encore que le coach les réexplique sur le plan pratique. Il va le faire. Je pense qu'on aura un petit moment aussi de vous l'expliquer. Mais laissez-nous le temps, et vous aussi, puisque vous avez posé tant de questions, que le coach vous parle de son parcours d'entraîneur avant de se retrouver au sein du Daring Club Motema Pembe. Coach, veuillez nous étaler votre parcours. Oui, bon, c'est tout d'abord merci déjà à tous ces fans déjà qui commencent à s'intéresser. Voilà, c'est comme j'ai dit, j'ai été footballeur, mais c'est bien vrai que je n'ai pas joué à l'international. Oui, j'ai joué à la nationale en tant que petit. Voilà, même je peux dire que c'est un don de Dieu par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Puisque quand j'entraînais, j'étais avec la promotion de Moumouni Darano qui fit le meilleur buteur aussi des éliminatoires aussi de la CAN, Alassane Ouedraogo, professionnel, Mamadou Kéré, voilà l'ancien capitaine où j'étais, voilà, on était encore très jeunes, ça on était des minimes. Et à partir de 13 ans que je me suis lancé aussi dans le coaching. C'est pas d'ici dans le coaching parce que je m'entraînais, voilà, et je faisais aussi et les entraînements aussi pour des jeunes joueurs, notamment Jonathan Pitropa, voilà, qui était aussi d'une génération où j'ai pris à l'âge de 7 ans. Donc vous voyez, déjà je jouais et je donnais aussi. Et c'est ça qui m'a amené encore à aller encore plus loin. Mais maintenant, les difficultés au niveau aussi du secteur en tant que joueur, voilà, autant à notre temps c'était un peu difficile parce que la maman m'a bloqué jusqu'à m'amener dans les provinces et tout. Et c'est ça qui m'a beaucoup freiné aussi dans mon élan de footballeur. Mais après je me suis jeté aussi pour continuer voilà, à donner aussi ce savoir aussi voilà, à ces jeunes joueurs. Et dans le quartier d'abord, avant d'être recueilli par le Cadet School International. Et le Cadet School International, c'est le centre de formation de Pitropa Jonathan et de Sanou. Voilà, et Wilfried, voilà, qui dans le temps aussi, c'est des jeunes footballeurs professionnels qui ont eu voilà, à le faire et qui m'ont amené. Et tout d'abord, j'ai commencé là-bas dans la pré-formation. Et après, je suis monté en formation. Et après la formation, je suis monté en élite. Voilà, donc c'est un parcours réellement que j'ai poursuivi pour arriver là. Et même au jour d'aujourd'hui, je suis un entraîneur formateur. Voilà, je peux le dire, je suis plus dans la formation et je suis dans l'élite. Et ça fait ma 8e année que je suis dans l'élite. Et la première année que j'ai pris Maïsik qui était dernier à la 11e journée où restait 19 journées dans le championnat. Tout le monde l'avait en tiré. Et Maïsik était à 8 points. Voilà, à 12 journées de la fin, j'étais à 8 points aussi du premier non relégable. Voilà, personne ne croyait et c'était ma première expérience de prendre aussi cette équipe. Mais j'ai pu maintenir l'équipe à la 11e place et à la 30e journée. Voilà, c'est ça qui m'a lancé. Et juste après ça, on m'a conduit avec un contrat voilà, pour continuer la saison. Voilà, et cette saison, j'ai terminé à la 8e place. C'était le meilleur classement aussi de cette équipe ici qui est un centre de formation. Voilà, qui sont à leur 10e année cette année. Et c'est moi-même, je suis le concepteur aussi de ce centre de formation.
voilà, qu'on a pris aussi l'académie SIFCOM comme une référence pour le faire. Et la deuxième année, j'ai terminé 8e. Et voilà. Et la troisième année, voilà, c'est un autre président très fort, et il faut le dire, notamment un milliardaire qui a pris ce club, qui a racheté ce club dans les mains depuis 3 ans, voilà, qui m'a fait sa confiance. Donc j'ai travaillé pour être au podium, voilà, seul où personne ne croyait. Et la deuxième année qu'il m'a renouvelé, c'était la 4e année où j'ai été 6e. Voilà, et ça veut dire, j'ai fait 4 ans, pour ne pas dire moins, c'était le meilleur record des dernières décennies aussi de notre championnat, à plus de 100 matchs que j'ai eu à fêter avec Majestic, et avec beaucoup de résultats aussi, qu'on le dise. Voilà, et avec les Coupes du Faso aussi, que j'allais encore plus loin aussi. Et maintenant, juste après ça, je suis allé dans le club le plus phare et le club le plus populaire. Et c'est moi-même que j'ai choisi pour aller vivre cette pression au niveau de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'était en 2019 où le Covid est venu tout emparer. Et il fallait renouveler pour aller. Et j'ai renouvelé avec beaucoup de difficultés, de tensions financières. On était après plus de 4 mois d'arriérés. Voilà, et à ce niveau, j'ai travaillé, il y avait le résultat escompté parce que c'était un projet de 2 ans que j'ai aimé pour pouvoir donner aussi, voilà, le résultat à cette équipe. Voilà, donc après, nous ne sommes pas entendus et moi, j'ai pris mes documents pour partir ailleurs. Il restait 2 mois de championnat et 8 journées où le RCK était malade. Et j'étais convoité par beaucoup d'équipes qui étaient dans une difficulté pour qu'on les sauve parce qu'on m'appelait les sapeurs-pompiers en ce moment. Voilà, et j'ai refusé carrément les 3 équipes, et c'est la 4e équipe qui est venue avec une politique et c'était le Cadero qui m'a amené. Il restait 8 journées où ils étaient derniers, ne savaient plus quoi faire aussi pour pouvoir se maintenir, mais j'ai pris cette équipe là, j'ai pu maintenir le Cadero en espace de 2 mois, et c'est là maintenant on a fait un projet de 3 ans, et le projet de 3 ans c'était de ressortir avec le titre de champion, et j'étais obligé de faire un remaniement d'un groupe pour pouvoir faire face aux exigences, et j'ai fait cette équipe, et à la 5e journée, j'ai vu que cette équipe est capable d'aller chercher le résultat escompté avant les 3 années du projet. Donc, j'ai travaillé, j'ai cravaché dur, et la première année, j'ai été champion avec le RCK à 16 secondes de la fin. Voilà, c'était mon premier titre aussi. Bon, je peux dire, il y a même titre parce que j'ai pris la Coupe de la Ligue avec l'EFO, l'équipe phare. Et l'année que je suivais aussi, j'ai changé RCK, j'ai pris encore la Coupe de la Ligue. C'est une première aussi qu'un entraîneur prend la Coupe de la Ligue 2 fois consécutive avec 2 clubs différents encore. Je l'ai fait en étant aussi champion. Donc, dans ce laps de temps, donc il fallait être champion parce qu'au niveau de l'international, j'avais un palmarès aussi très renommé plus qu'en national. Parce qu'en 2019, j'ai été champion d'Afrique olympique avec les étalons I20. Voilà, et j'ai été vice-champion avec les étalons encore I20 et au Bénin. Voilà, à l'IFOAB, et je suis quart de finaliste avec les étalons I20 encore, et c'est là maintenant qu'on m'a mené en étalon et A'. Voilà, et en mars dernier, j'ai conduit l'équipe nationale A et en journée FIFA face aux 2 grandes nations européennes. Bon, pour dire même un grand nation européen parce que c'est la Belgique qui était première nation mondiale, et on a aussi joué contre le Kosovo. Donc c'est tout ça là. Mais dans mon jeune parcours, j'ai eu à former Edmond Tapsoba aujourd'hui qui est du côté de Bayer Leverkusen, qui est l'un des meilleurs défenseurs les plus réputés aussi du continent, sans parler de Peter Paul Jonathan que j'ai introduit avec tant d'autres joueurs, voilà, que j'ai eu à faire. Voilà, donc et c'est dans ce sens aussi que j'ai acquis mes connaissances, et au niveau aussi de la formation. Et c'est parti là-bas, c'était au niveau de Kada School, et j'ai acquis ma première licence CCAF en 2010, et sinon que j'avais aussi des attestations, voilà, et des diplômes aussi ailleurs, parce que j'ai eu mon premier diplôme en tant qu'initiateur fédéral en 2005. Voilà, c'était en décembre 2005. En 2015, j'avais ma licence B et CAF, et en 2018, on a fait la licence A et module 1, 2, 3. Voilà, et ça a été validé au niveau de la nation maintenant. Et il restait l'instructeur pour venir nous attribuer le diplôme au jour d'aujourd'hui qui est au niveau de la CAF, avec le problème de la CAF, et ça n'a pas été fait. Donc c'est cette patience qu'on attend depuis là. Voilà, donc je peux dire que c'est légèrement de façon ramassée, c'est le parcours comme ça. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait comme travail depuis que vous êtes entraîneur? Est-ce que coach Sampo peut dire qu'il est fier de ça? Est-ce qu'il est arrivé au moment où il dit bon, je fais un travail déjà? Je suis très fier quand je regarde déjà, et puis Topa Jonathan que j'ai pris à l'âge de 7 ans et qui fut meilleur joueur de la CAN en 2013.
et qui vient de mes idées. Là, c'est bien Hermon Tapsoba qui est l'un des meilleurs défenseurs et au jour d'aujourd'hui qui est en train de faire des feux. Voici ce matin même, on vient d'annoncer qu'il est courtisé par le Barcelone, le Bayern et Liverpool et Arsenal. Et j'ai Dango Ouattara qui vient de signer à Bournemouth à 27,5 millions d'euros. Donc c'est tous mes produits que j'ai eu à partir de 10 ans, 11 ans. C'est comme je l'ai dit, et tant d'autres, il y a les bonus Trova. Quand je prends l'ossature de 7 étalons aujourd'hui, la majorité, 50% vient de chez moi. Et quand ils étaient encore tout jeunes, et je continue à les faire. Et j'ai été décoré en 2020 en tant que chevalier de l'ordre des mérites national de chez moi. Donc je dois être fier à ce niveau. Donc je dois être fier à ce niveau. Et j'ai pris le championnat avec le Kadiogo avec un projet de 3 ans où la première année j'ai pu le faire. Je peux dire que je suis toujours sous contrat avec le Kadiogo. Mais le challenge de DCMP a fait que je suis venu pour voir aussi, regarder la mentalité, comment aussi on arrive aussi à gérer les matchs au niveau de l'international, qui est différent aussi de chez nous. C'est dans ce sens-là que ce challenge m'a amené. C'est bien vrai qu'il y a beaucoup de choses qui traversent aussi et dans l'organisation pratique. Je suis en train de mettre en tant que chef de projet technique pour qu'ils puissent pouvoir aussi se peaufiner. Je suis en train de me donner le meilleur de moi-même. Donc c'est une autre expérience que je vais apprendre beaucoup aussi en étant aussi à DCMP et apporter aussi ce que j'ai apporté aussi au niveau de chez nous. Moi je pense que cumuler les deux là, ça va encore me renforcer. Donc je peux dire que je suis très content et au jour d'aujourd'hui, et je continue aussi à croire parce que j'ai envie aussi de montrer qui je suis aussi au niveau de l'échiquier continental. Et je pense que tout est possible. Je prends la référence déjà comme Florent Ibenge aujourd'hui qui est parti aussi d'un point bas et au jour d'aujourd'hui il faut le compter parmi les meilleurs entraîneurs en Afrique. C'est des exemples et que nous en étant des jeunes nous devons encore mieux faire aussi pour dépasser aussi nos maîtres qui sont eux. Et pourquoi pas aussi ceux qui vont venir en bas vont venir aussi nous dépasser. Moi en tout cas j'ai envie de poser ma marque au niveau de l'échiquier continental. Coach, parlons un peu des différentes trophées que vous avez initiés. Vous êtes détenteur des diplômes CAF B et diplôme fédéral A au niveau de la Burkina Faso, parce que vous êtes burkinabé. Est-ce qu'on peut parler en termes de titres que vous avez cités ici? Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, la chute, le début de quelque chose qui commence ou comment? Bon, personnellement, je peux dire, là où je suis arrêté, c'est 2018 où nous savons, parce que quand on prend le Burkina, ce n'est que des licences A c'est pas des licences A en formation, parce que c'est la première génération de la licence, c'est notre génération qui est en 2010. Et sinon, les autres, c'est par équivalent qu'on a eu à donner. Donc, et là où je suis normalement, je devrais pouvoir enchaîner avec la licence A Pro, mais c'est compte tenu aussi des difficultés aussi du continent qui fait, parce que déjà j'ai cette licence qu'on peut dire, parce qu'on a validé le module 1, 2, 3, il faut valider le module 1, 2, 3 pour pouvoir avoir accès. Et c'est au moment où le processus a été arrêté. Je peux dire aussi que c'est ça qui fait aussi que nous n'arrivons pas à le faire. Moi, je suis très content déjà de ce que j'ai fait. Par rapport à cette formation, je n'ai jamais redoublé. Je peux dire, je n'ai jamais répété. Et à tout moment, au niveau de cette formation, j'arrive à le faire. Mais maintenant, ce qui me manque, c'est au niveau de l'Hexagone, parce que je suis en train de travailler pour pouvoir faire une formation. Déjà, j'ai lancé avec Pitropa Jonathan qui doit chercher cette formation au niveau d'Europe pour que je puisse voir aussi, compléter aussi quelques insuffisances, parce qu'on ne peut jamais finir d'apprendre. Donc, je peux dire que je suis très content quand je regarde aussi les trophées que j'ai eu à avoir et avec le diplôme, le P, la jeunesse que j'ai là, c'est dépassé. J'ai vu aussi d'autres qui sont plus que moi et des vieilles personnes qui n'ont pas ce palmarès. Donc je peux que rendre gloire à Dieu et dire merci et demander encore à travailler encore plus pour pouvoir acquérir encore plus de palmarès et que je l'ai aujourd'hui et tout est possible et je sais que je l'aurai. Alors, quittons ce registre maintenant pour parler des aspects technico-tacticaux du système de jeu en football. On veut savoir comment animer un système de jeu. Là, c'est le plan théorique. Comment animer un système de jeu. D'abord, tout le système de jeu, ça dépend aussi du style de jeu de l'entraîneur et le projet de jeu que l'entraîneur va mettre en place.
Voilà, et il y a plusieurs systèmes de jeu qu'on peut prendre. Et maintenant, le système de jeu, c'est les bases. Quand on prend un exemple, le 4-3-3, le 1-4-3-3, le 1-4-4-2, le 3-5-2. Bon, aujourd'hui, je vois plus de gens même qui travaillent dans le 3-6-1. Donc, ça, c'est des systèmes de base qu'on prend. Mais maintenant, dans l'animation diffère de ce que toi, tu travailles au niveau de l'organisation défensive, au niveau aussi de l'organisation offensive. Donc, le système de jeu, c'est une conception générale d'idées qu'on a mis pour permettre les gens de s'inspirer à base de ça et puis me faire dérouler maintenant en fonction des moments du match et en fonction aussi des moments aussi du travail que tu as. Donc, moi, je me dis déjà, le système de jeu, c'est la base. Voilà, de tout un travail d'un entraîneur où il doit se mettre et pour pouvoir s'inspirer et puis maintenant faire dérouler son projet de jeu ou son style de jeu qu'il admet. C'est ça le système de jeu. Et maintenant, c'est réparti en plusieurs parties. La plusieurs parties, bon, pour ne pas dire deux parties, il y a l'organisation défensive et il y a l'animation offensive. Comment maintenant tu dois animer et l'organisation défensive, comment tu dois te comporter dès que tu n'as pas le ballon et comment tu dois travailler. Et maintenant, c'est quel schéma tu dois utiliser par rapport à l'organisation défensive parce que ça varie. C'est bien vrai quand on prend un exemple, quelqu'un qui, je dis, joue en 4-2-3-1 et maintenant en non-possession du ballon, comment tu dois te retrouver. Est-ce que tu dois te retrouver en 1-4-2-3-1 ou bien tu dois te retrouver dans un autre système pour pouvoir booster les intervalles. Donc c'est ça déjà le système de jeu dans l'organisation défensive. Maintenant dans l'organisation offensive aussi, comment tu dois l'animer. Est-ce que tu dois l'animer dans des attaques rapides ou dans des contre-attaques ou tu dois les animer dans des attaques placées. C'est différentes variantes que tu dois les faire. Et tout aussi des fois, des périodes aussi et des résultats que tu as au niveau de la compétition. Donc ça peut se varier dans la contre-attaque. Mais il y a un domaine de prédilection de tout un entraîneur qu'il prend de base. Par exemple, moi, je prends les attaques rapides avec un bloc bien compact et en procédant pas de contre-attaque. Et au-delà de ça, j'ai des possibilités encore de travailler en attaque placée. Et par des moments où j'en ai besoin, où ne pas aller en rapidité et freiner aussi là et imposer le rythme. Donc je pense que en grosso modo, c'est l'animation des systèmes de jeu varie aussi des schémas d'un moment à l'autre. Je reviens lors du match ASV Club contre RCK de Kadioukou, interclub de la CAF, Ligue des Champions. Ouais. L'animation était comment? Bloc défensif, 4-4-2, 4-4-3, 5-3-2. Et comment vous avez animé votre système de jeu? Ma base, c'est du 1-4-2-3-1. Voilà. Et quand je parle le ballon, je suis à 1-4-5-1. Okay. Avec un regroupement défensif, avec un bloc très compact, en refermant les intervalles et maintenant en mettant des zones de piège pour pouvoir récupérer les ballons à partir de là et attaquer rapidement en animation offensive. Les contre-attaques, et c'est ma base. Et maintenant, au début, avec V-Club, j'ai mis un bloc bas, voilà, parce que je savais que V-Club, c'est une équipe qui exploite bien les côtés et qui ont de la vitesse. Et sur le côté, à l'aller, je les avais vus, il fallait bloquer ce côté en mettant un bloc très compact où les distances étaient de 8 mètres entre les triangles. Donc, il y a beaucoup de triangles que j'ai mis en place par rapport au positionnement pour empêcher cette passe à l'intérieur, ces passes décidantes à l'intérieur et les forcer à jouer sur le côté. Il les forçait à jouer sur le côté. Il y avait des zones préférentielles que j'avais mis en place et c'est là maintenant que j'ai récupéré les ballons. Et dès la récupération des ballons, il y avait des efforts à fournir avec des distances qu'on devrait mettre les actions le plus vite rapide. Et maintenant, exercer encore un autre avec un pressing. Et ça a plus donné même dès l'entrée des jeux où on a créé même des situations d'occasion. Même deux face à face, quand on le dit, on devrait mettre mener 2-0. Une équipe que j'ai constituée en espace de 2 mois pour venir jouer cette compétition n'était pas facile. Puisque après le titre de champion, on est venu puiser 7 titulaires de l'effectif. Il fallait reprendre rapidement en 2 mois sans compétition pour venir jouer avec eux. Et c'est des jeunes joueurs qui n'avaient pas pour finir aussi ce que j'ai mis en place par rapport au projet de jeu, ce qui fait qu'il y a eu ce raté. Donc j'étais très content de mettre ce bloc qui a empêché effectivement V-Club de jouer. Et quand vous regardez au jour d'aujourd'hui, le football congolais, aujourd'hui, il y a la technicité, et il y a le talent intrinsèque individuel, mais il n'y a pas le talent collectif. Et les exigences tactiques au niveau de l'ensemble, ils sont laxistes dedans. Et quand ils arrivent à imposer ça, et ça les tergiverse. Et c'est ça qui a fait que ça a tergiversé un peu V-Club. Et nous, on n'a pas profité aussi, et vu aussi la jeunesse aussi de notre équipe
qui n'a pas su réellement remonter. Et ça aussi, ça fait partie parce que c'est une grande compétition où on est aussi dans un stade où tout est regroupé. Ça aurait dû être peut-être le lendemain du match qu'on allait recommencer, on allait pouvoir prendre encore avec le sur le terrain sans passer par le tir au but. Revenons sur l'animation parce que nous sommes en train de parler de l'animation. Coach, vous avez expliqué l'animation, vous avez parlé de l'animation, vous avez dit qu'est-ce qu'est l'animation. Alors, essayez un peu de nous parler comment et ça prend combien de temps pour construire une animation ou pour construire un système de jeu. Bon, ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Mais maintenant, c'est comme je dis, des fois aussi, il faut t'adapter selon le contexte et le moment et que tu as. Et ce n'est pas simple. Avoir une équipe, par exemple, je prends un exemple sur le Real de Madrid aujourd'hui. Et quelqu'un qui vient rapidement, il n'a pas assez de temps pour pouvoir mettre aussi son style de jeu et son plan. Nous savons comment aussi Ancelotti travaille et qu'il y avait des joueurs très doués. Mais chez nous, c'est un peu différent parce que des fois aussi, les enfants arrivent en élite avec beaucoup d'insuffisance des bases fondamentaux. Donc c'est ça qui est le plus difficile chez nous. Pourtant, au haut niveau, on ne peut plus venir faire de l'enseignement. Déjà, ils ont déjà acquis des bases. C'est toi, entraîneur, maintenant, de dire, ah, moi j'ai besoin de ça. Ils ont le matériel encore adéquat pour pouvoir le faire. C'est un peu différent de chez nous. Mais chez nous, ça va prendre assez de temps pour pouvoir comprendre et répéter encore parce que ici, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais quand il y a des jeunes, c'est encore plus facile de répéter. Ils vont prendre, assimiler le plus vite possible. Mais quand c'est des joueurs encore qui sont plus âgés, ça veut dire qu'ils ont déjà pris une dimension où c'est difficile de les remettre parce que là, ça demande, la tactique demande beaucoup d'exigences et beaucoup de charges et que d'autres n'arrivent pas à le faire. Je prends un exemple, quand tu n'as pas le ballon, pour refermer le nid, jouer en bloc compact, c'est pas simple. Et jouer encore en bloc bas. Je prends un exemple déjà sur Diego Simeone et de l'Atlético Madrid. Son style de jeu, c'est un bloc bas et pas des attaques rapides qu'il fait. Mais c'est son style de jeu. Quand on prend Guardiola, il a son style de jeu où c'est l'attaque placée. Et ton style de jeu, c'est quoi? Mon style de jeu, moi je varie. Moi j'ai deux variations. Je joue le bloc, moi je joue en bloc médian. Bloc médian et des contre-attaques rapides. Et maintenant, les contre-attaques rapides que je l'ai dit, mon équipe doit être encore capable de placer comme le Bayern de Munich. Quand vous regardez Bayern de Munich, c'est une équipe capable d'attaquer le plus vite possible et encore de pouvoir le garder. Et c'est les tendances modernes du football. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens vont t'étudier par rapport à la contre-attaque que tu travailles, ils vont te bloquer sur ça. Comment tu dois faire maintenant pour les s'y prendre en attaque placée aussi, que tu dois faire et avoir la patience de dérouler, multiplier la circulation des joueurs, l'occupation rationnelle sur le terrain et comment centrer, attaquer dans le box. Et donc, c'est tout ça là qui fait moi mon style de jeu. Mais je suis plus dans la base du bloc médian et contre-attaque rapide. Ça, c'est carrément mon style de jeu comme ça. Alors, coach, puisque nous sommes en train de parler de l'animation, l'animation va aussi de pair avec la physique. Alors, quelle est l'importance de la physique chez un athlète? Maintenant, tout ce qu'on a dit par rapport à l'animation et par rapport au jeu, et tant que tu n'es pas prêt physiquement, tu ne peux même pas répondre à ces exigences. Tout d'abord, l'athlète, c'est l'état physique. C'est l'état physique qui est le premier élément important pour un athlète. Et si l'athlète n'est pas physiquement, s'il n'est pas bien préparé physiquement, il ne pourra jamais faire tout ce qu'on a eu à dire par rapport à l'animation. Parce que c'est des courses intermittentes. Les courses intermittentes, ça dépend. Il y a l'exécution, il y a la rapidité, il y a tout ça regroupé. Et on parle de la vitesse. Qui parle de la vitesse parle de l'aspect physique. Et mais tant qu'il n'est pas bien préparé, tu ne peux pas faire face à ces exigences et tactiques que nous demandons. Donc, l'élément fondamental de la tactique, c'est l'état physique, c'est l'aspect physique. Et l'aspect physique, c'est l'élément fondamental du sport en général. Et au niveau du football, et tant que l'athlète n'est pas bien préparé physiquement, ça va être difficile pour toi de pouvoir animer le système de jeu. Difficile d'animer le système de jeu. Et comment faites-vous pour construire un système de jeu? C'est la conception, ça commence par la conception, les étapes, toutes ces étapes-là. Ça vous prend combien de temps en général? La conception d'un système de jeu, d'abord c'est l'organisation défensive. Okay. Tu dois travailler défensif. Comment défendre en jaune? Comment défendre en jaune veut dire? Défendre en jaune déjà, quand on dit de défendre en jaune, c'est le terrain où tu occupes par rapport
au ballon et l'adversaire. Okay. Parce qu'il y a le terrain d'abord que tu dois exploiter. Tu dois te positionner comment? Parce que bon, si un adversaire doit marquer dans le but, c'est-à-dire que tu dois te positionner dans la zone pour que l'adversaire ne tire pas directement au but. Ça, c'est défendre en zone. Et maintenant, quand tu défends en zone, tu surveilles qui? C'est l'adversaire qui surveille. Donc ça, il y a la surveillance. Et maintenant, tu seras à la conquête de quoi? C'est à la conquête du ballon. Et ça devient à la troisième position. Donc défendre en zone, c'est d'abord avoir ce qui se passe autour du terrain, c'est l'exploitation du terrain, et maintenant l'adversaire est juste après le ballon. Et maintenant il y a cette situation. Défendre encore en marquage strict. Marquage strict, ça veut dire que vous n'avez pas le ballon et que vous savez que tu dois le marquer qu'il n'y a pas de l'espace. Ça, c'est le marquage strict. Donc, il y a deux situations de défense. Donc, nous parlons ça en termes techniques, la défense mixte. Défendre en zone ou défendre en truc. Donc, il faut que vous arrivez à avoir cette notion. Et maintenant, les aptitudes défensives, c'est individuel que tu dois progresser. Et comment défendre deux pieds plats, défendre à un pied, orientation de l'adversaire, comment tu dois récupérer le ballon sans faire faute, comment tu dois le cadrer et l'harceler pour qu'il joue derrière, pour qu'il ne joue pas devant. Et tout ça là, c'est toute une organisation d'ensemble. Non seulement il y a le pressing, il y a la défense en zone, et il y a le starter. Le starter aussi, c'est quand le ballon quitte au niveau de l'adversaire pour partir à un autre adversaire, ça, à quel moment tu dois anticiper pour prendre le ballon sans te faire prendre. Donc, sur tout ça, c'est une conception d'idée au niveau de l'organisation défensive. Maintenant, au niveau de l'animation offensive par rapport au système de jeu que tu vas mettre, et donner c'est la première passe d'abord qui est le plus important. Puisque la première passe, tu dois pouvoir le donner à ton partenaire qui est libre de tout marquage et de l'utiliser ainsi de suite. Et il y a l'occupation du terrain. Et parce que toi, en tant que possesseur de balle, tu dois avoir plusieurs types de passes. La passe en profondeur et la passe latérale et la passe en retrait. Et mais plus ce qui est recommandé, c'est le jeu vers l'avant, la passe devant, puisque généralement les passes latéraux, c'est des passes qui sont des passes dangereuses et pour l'adversaire, et quand il est bien prudent et dans la zone pour te mettre dans un contre-attaque. Donc on privilégie plus les passes en profondeur, c'est-à-dire l'animation des jeux vers l'avant. Ça, on appelle ça du jeu vers l'avant. Donc c'est ce système encore, c'est une conception, voilà, de beaucoup de paramètres et beaucoup de variantes que tu dois utiliser aussi au niveau de l'animation. Donc pour pouvoir prendre ça, et ça prend beaucoup de temps. Bon, c'est comme je l'ai dit, ça dépend du niveau de ton effectif que tu as. Tu peux avoir un niveau d'effectif déjà qui ont pris la base de formation leur bas âge et qui connaissent. Et dès qu'ils connaissent, et même en 2 semaines, tu pouvais mettre une équipe en place par rapport à ça. En 3 semaines, tu peux le dire. Bon, en espace de 4 semaines, normalement, tu dois être à mesure d'imposer un système de jeu que les gens doivent pouvoir le faire. Mais c'est dans la suite de la compétition que tu pourrais le mesurer et voir est-ce qu'ils ont bien compris. Mais maintenant, quand tu es avec des gens qui n'ont pas eu les fondamentaux, les bases, ça va être un peu difficile. Ça peut arriver à 45 jours. Donc, ça dépend du niveau de l'effectif que tu as par rapport au système de jeu que tu vas mettre. Je prends un exemple qui prend aujourd'hui une équipe comme Bayern aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de prendre 2 semaines pour mettre ton plan de jeu? Normalement, si tu fais des projections vidéo et tu les expliques, tu commences à faire la pratique en espace d'1 semaine seulement, ils vont te le faire correctement. Maintenant, tu prends un exemple pour une équipe de chez nous, ici en RDC. Je prends par exemple des exemples comme Bazano, Céleste, Kouya et tout ça là. Maintenant, ça dépendra aussi de comment les joueurs ont été formés et le temps aussi, ça ne va pas être simple pour que tu puisses assimiler le plus vite possible. Parce qu'il faut répéter, il faut toujours répéter. Et surtout, j'ai remarqué ici que les exigences tactiques à ce niveau-là, et les joueurs congolais n'aiment pas ça. Et ils aiment qu'on les laisse parce que pour qu'ils montrent plus leur talent intrinsèque et leur technicité, ils ont ce talent. Mais si on ne les accompagne pas, ça va être un peu difficile. Une question qui m'est venue en esprit, comment reconnaître l'ADN du coach Amadou Sampo? Bon, l'ADN, déjà, moi je veux dire que je suis rentré au fond de ça. Voilà, moi je suis un entraîneur très exigeant au niveau de la tactique. Très exigeant au niveau de la tactique. Et comme j'ai dit, ma base, c'est le bloc. Et qui dit le bloc, c'est l'agressivité. Voilà, si le porteur de balle et maintenant définir les zones de pièges pour prendre et attaquer le plus vite possible. Et parce que moi, j'impose l'impact, beaucoup d'impact dans le jeu et j'aime posséder le ballon. J'aime garder le ballon pour jouer, j'aime plus me faire plaisir et j'ai beaucoup d'exigences au niveau du football que j'ai envie que mes joueurs jouent
en ayant peur. Moi, mes joueurs doivent toujours jouer relax et j'arrive à les transmettre. Vous devrez être à mesure de jouer relax sans vous mettre la pression. Donc, c'est de façon globale que je le fais. Mais plus maintenant, regardez dans l'ADN, c'est de venir juger dans les jeux que j'aurais pu produire. Et si toutefois, j'arrive à imposer le projet de jeu que j'ai mis en place par rapport à mon équipe. Et c'est ça, vous allez bien voir maintenant qui est Sampo Amadou. Allez, coach, comme on venait de parler de votre ADN, là, on en passe. Alors, on veut savoir une chose, comme poser la question, comment développer un système de jeu, un style de jeu, un projet de jeu cohérent et adapté au football africain. Aujourd'hui, développer un projet de jeu, un système de jeu cohérent adapté au football africain, nous savons déjà que notre faiblesse est au niveau de l'attaque placée. Quand vous regardez en Afrique et placer les ballons, c'est le plus difficile chez nous. Mais maintenant, nous sommes très forts dans la contre-attaque parce que les Africains sont très puissants et ils ont le talent intrinsèque et le talent individuel. Et si on arrive réellement à mettre au niveau de la tactique collective et en mettant plus des blocs, voilà, nous allons empêcher ces équipes d'Hexagone-là qui nous font mal au niveau voilà, des espaces. Et si nous arrivons à consommer les espaces, et ça va plus nous prendre. Au niveau aussi des coups de pied arrêtés, il faut les parler, c'est très important au jour d'aujourd'hui dans notre football, que nous ne mettons pas l'accent sur ça. Il faut mettre l'accent aussi au niveau des coups de pied arrêtés. Et comment l'animer, comment faire l'organisation défensive au niveau des coups de pied arrêtés. Quand vous regardez l'Angleterre et l'Allemagne, c'est des équipes qui travaillent bien au niveau des coups de pied arrêtés. Ils arrivent à marquer à ce niveau. Et les Africains sont faibles à ce niveau. Il va falloir aussi que nous travaillions comment nous devons défendre dans ces situations de coups de pied arrêtés et comment nous devrons aussi attaquer offensivement au niveau des coups de pied arrêtés. C'est le plus important. Il faut que nous arrivions réellement à rehausser le niveau à ça. Et quand vous regardez le Ghana en Coupe du Monde passé, et le Ghana c'est sur le coup de pied arrêté qu'on nous a marqué. Voilà, et pourtant le Ghana était bien dans les jeux, ils arrivaient à le faire, donc ils nous ont piégés à ce niveau. Il va falloir que nous les mettons redoubler d'efforts à ce niveau pour pouvoir travailler. Et si nous n'arrivons pas à le faire, ils vont toujours nous dépasser. Et quand on regarde, on a le talent intrinsèque, voilà, meilleur. Et quand vous regardez les Européens, là où ils utilisent, c'est la tactique collective qui arrive à faire la différence. Et quand on dit, nous sentons rapidement que nous allons les gagner. Mais à la 90e minute, vous allez voir que vers la fin, nous on a perdu parce que les Africains perdent la confiance rapidement et ils perdent la concentration. Or pourtant le football dès le départ jusqu'à la 90e minute, vous devrez être concentré au maximum et c'est ça le problème aussi au niveau de l'Afrique. Donc il faut que nous travaillions à la concentration. Pour travailler à la concentration n'est pas simple. C'est pas simple en Afrique ici. Il faut que les gens arrivent à savoir et à mettre beaucoup de choses dans leur tête et beaucoup d'objectifs. Et quand tu n'es pas ambitieux, tu n'as pas d'objectif, pour pouvoir mettre cette concentration, c'est difficile. Donc vous voyez que c'est tout un amalgame et c'est tout un projet que nous devons développer. Et ce projet ne part pas seulement qu'au niveau de la tactique, mais au niveau mental. Parce que quand on regarde, si nous arrivons à élever au niveau mental, nous allons faire face à ces Européens. On sera encore plus fort que ces Européens. Parce que quand on va prendre le talent individuel comme ça, et physiquement on est bien fort, et individuellement nous arrivons à dribbler, à faire des différences. Mais même au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez les Européens, les dribbles ne font pas partie, mais c'est les passes pour éliminer rapidement et aller marquer. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord, quittons ce registre. Là, nous sommes en train déjà de chuter à notre émission pour aller du côté pratique, nous permettre aussi de voir ce que le coach nous a prévu. Mais aujourd'hui, on va parler de ces systèmes de jeu, parce que ces systèmes de jeu, nous allons aussi essayer de faire un petit moment de pratique. C'est les 3 à 5, 2. Ok. Connaissez-vous ces systèmes de jeu? Très bien. Vous avez déjà travaillé sur ces systèmes de jeu? Oui, très bien. Ça vous a produit des effets positifs? Oui, ça m'a produit des effets positifs parce que le 3-5-2, c'est un système à vocation défensive et offensive aussi. Voilà, et dès que tu as le ballon, dès que tu n'as pas le ballon, parce que ça te permet de défendre à 5 et les milieux vont venir, ça veut dire que tu bouges tous les intervalles et dès que vous avez le ballon en situation offensive, il y a un surnombre aussi de plus par rapport à l'adversaire. Donc ça demande beaucoup d'efforts et surtout les pistons qui doivent jouer sur le côté. Donc ça montre qu'ils doivent être forts, voilà, parce qu'ils doivent avaler tous les espaces qui sont entre eux. Voilà, dès qu'ils ont le ballon, ils doivent exploiter offensivement. Et dès qu'ils n'ont pas le ballon, ils doivent resserrer. Et ça aussi, c'est une intelligence.
Parce que quand on dit à une axe centrale de défendre à 3, c'est un peu difficile. Et si les gens ne sont pas bien formés et qu'ils ne savent pas exploiter les zones, ils risquent même de se confondre. Et c'est là aussi, quand il y a confusion, c'est là qu'il y a problème. Donc c'est un système de jeu très bien. Voilà, dès que tu arrives à bien l'animer, mais il faut avoir les éléments, comme vous avez parlé de l'état physique là, c'est en ce moment où nous devrons être très préparés bien physiquement pour pouvoir bien faire ce système. Il y a une différence entre les 3-5-2 et les 4-4-2. Une très grande différence. Est-ce qu'on peut savoir cette différence? Et déjà, le 3-5-2, il y a des pistons. Okay. Les pistons, c'est quoi? Les pistons, c'est ceux qui jouent sur le côté. Okay. Par exemple, les 3 arrières, là, c'est des centraux. Et dès que vous avez le ballon, il y a un qui devient un central direct et il y a 2 centraux qui ouvrent pour prendre les espaces, pour faire la relance à 3. Et maintenant, les pistons, là, ils deviennent comme des ailiers, des avant droits. Donc, des avant droits. Et maintenant, quand ils sont en situation offensive, vous voyez que tout l'espace sur la ligne, c'est eux qui occupent. Et mais dès la perte de balle, ils se transforment comme des arrières droits. Des arrières droits qu'on appelle communément des latéraux droits. Donc pour revenir les fermer. Et les 3 centraux qui s'ajoutent, ça montre déjà que cette ligne-là, c'est une ligne qui a fermé tous les espaces et empêche la profondeur. Et les milieux qui sont là vont booster aussi les intervalles de passe qui ne pouvaient pas atteindre à la première ligne. Donc vous voyez déjà que c'est un système où c'est pas simple. Et c'est là, habituellement, tu peux mettre 2 défensives, soit un relayeur, un sentinelle, et mettre un milieu offensif, où tu peux jouer avec un milieu à 3 plats, et un sentinelle et 2 relayeurs. Ça, c'est milieu plat avec 2 avant. Et l'autre avant se transforme en menant des jeux dès que vous perdez le ballon pour recentrer à l'intérieur et empêcher l'adversaire de faire des passes déchirantes. Et ce sont ces passes-là qui arrivent à faire mal au niveau du football. Et si tu les mets à côté, c'est facile pour toi d'aller les bloquer sur le côté et puis récupérer le ballon. Donc le système de 3-5-2, dès que vous êtes en situation défensive, ça devient 5 défenseurs. Mais dès que vous partez en l'offensive, les 2 avants qui sont là, avec les 2 pistons qui vont se transformer en avant, avec l'un des milieux, vous serez 5 pour attaquer. Et il y a un milieu relayeur qui est là encore pour aller s'ajouter à l'offensive, qui peut faire 7. Et le milieu sentinelle en recyclage maintenant, en cas de perte de ballon, pour pouvoir arrêter la transition de l'adversaire. D'accord. Là, nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette partie théorique. Parce que le coach va essayer de nous démontrer la partie pratique, comme on a toujours les habitudes de le faire ici dans votre émission Sport et Pédagogie. C'est une émission, comme je l'ai dit, toujours en caractère enseignement, parce que le sport a aussi ses parties pédagogiques, a une partie aussi enseignement, que nous, on ne peut pas ignorer cela. Alors, vous allez suivre tout à l'heure une partie pratique où le coach va nous démontrer. Suivez. Là, nous sommes déjà là. Comme vous avez dit que l'émission Sport et Pédagogie est réservée à 2 parties. Il y a la partie pratique et la partie théorique. Là, nous sommes dans ce tapis. Le coach Amadou Sampo qui va démontrer cela en quelques minutes, en quelques secondes, pour nous permettre à conclure notre émission. 1-3-5-2. Et le système 1-3-5-2, comme on doit l'animer, voilà, c'est le système de base, le positionnement de base. Donc, on a le gardien de but, on a la première ligne. La première ligne, c'est des axes centraux, donc c'est 3. La deuxième ligne, c'est les 3 milieux et puis les 2 pistons, qui constituent les 5. Et maintenant, la 3e ligne, qui sont les 2 avant. Et maintenant, comment on doit l'animer? Tout dépendra aussi du style de jeu de chaque entraîneur. Et maintenant, la base de ce système-là, c'est la solidité défensive. La solidité défensive, c'est au niveau des centraux. Et dès que vous êtes en situation de relance, c'est-à-dire que vous relancez à 3 à bas de l'arrière, où les centraux ouvrent pour devenir comme des arrières droit et arrière gauche, c'est-à-dire les latéraux qu'on appelle communément. Et c'est ce central qui est considéré comme un milieu défensif, des fois en situation de jeu, où ceci-là devient des centraux comme ça. Vous voyez comment ça progresse pour faire sortir le ballon. Et maintenant, le milieu se dispose, il occupe rationnellement le tireur. Et regardez comment le système devient. Le système même devient, on peut parler de 4-4 de losange. Vous voyez, là,
les arrières droits qui deviennent comme des latéraux ou des centraux part et l'autre central devient comme un milieu défensif. On voit un système de losange qui se produit même dans le fonctionnement du jeu. Ça peut encore se varier d'une autre situation où c'est lui qui ouvre, l'axe central au milieu le s'ouvre et lui devient comme un latéral, lui devient carrément comme un ailier. Et ça, on part avec un système de 4-3-3. Donc vous voyez comment c'est où un piston devient un ailier et l'autre piston devient comme un latéral. Et il y a beaucoup de variations et beaucoup de sorties de balles par rapport à ce système qu'on met. Je reviens encore et sur la base. Le système peut se jouer avec deux milieux défensifs, dont un sentinelle, un relayeur avec un meneur de jeu, comme on peut le jouer à un milieu à 3. Et c'est un milieu à 3 où on va appeler encore une ligne de 5 au niveau du milieu. Et maintenant, ça dépend de comment tu vas animer offensivement. Celui qui doit aller à l'offensive et celui qui doit couvrir et celui qui doit travailler dans la transition. C'est-à-dire, lui il part comme meneur de jeu, lui il part en situation de 8 et lui il couvre en cas de transition et les autres partent à l'offensive. Et quand vous regardez à l'offensive, on a une ligne de 4 personnes ou un meneur de jeu qui est juste derrière. Et lui il va attaquer au premier, lui il va attaquer au deuxième, lui il va attaquer au niveau du point de pénalty. Et lui il va encore serrer pour le second ballon au niveau de l'autre attaquant et lui il va centrer. Au cas où c'est ça, c'est et vice versa. Ça peut arriver et qu'il y a beaucoup de permutations pour pouvoir tromper l'adversaire. Lui peut aller attaquer le deuxième et lui va venir en retrait. Et lui vient au cas en retrait pour renverser le ballon. C'est le relayeur. Et maintenant, lui, le côté ballon pour enrayer toujours la transition. En ce moment, lui devient comme un arrière gauche ici pour appuyer. Et ceux-ci-là viennent encore pour fermer. Regardez comment le système encore change par rapport à l'adversaire. Et lui-même, il peut rentrer carrément, booster rapidement. Et il devient encore comme un milieu défensif pour booster les intervalles par rapport au pressing. Quand vous regardez, les intervalles et les triangles sont de même distance. Et c'est comme ça on anime. Et quand vous regardez, c'est éparpillé. Et vous regardez comment le milieu était et comment le milieu est devenu comme un attaquant et lui il devient. Et ça peut se refermer le plus vite possible. Et la base, c'est le plus fondamental. Il refermer le plus vite possible. Et lui, en même temps, quand il vient, après, vous allez voir qu'il y aura la permutation pour repartir. Et lui, il va revenir. Et ça va revenir rapidement comme latéral. Et comme ça, en situation défensive. Et déjà, quand vous regardez en situation défensive, il y a une forme de losange qui est encore là. Ou encore, on booste encore les triangles. Et c'est ce seul attaquant qui fait. Amener l'adversaire à jouer et aller le prendre d'une zone et aller contre-attaquer. Amener encore l'adversaire à jouer. Et quand vous regardez, tout est fermé à l'intérieur. Comment un adversaire peut pouvoir trouver les intervalles et puis passer. Regardez comment l'animation devient encore. Et l'animation devient à 3, 6, 1. D'accord, merci beaucoup coach Amadou Sampo, entraîneur principal du Daring Club Motema Pembe. Nous vous félicitons de répondre à notre invitation. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir et à bientôt. Merci. Allez, si vous avez aimé cette émission, disons plus merci à Washima Tondo qui était derrière la caméra et pourquoi pas un grand merci à Madame Rose Luemba et pourquoi pas aussi dire merci au salon Planète Signature, voilà, qui est sur l'avenue Komoru Kitambo, voilà, non loin des MIAP, et pourquoi pas dire un grand merci à Maria Tabouma et merci aussi à Jolie Loussaya. Alors, ce sont eux que je remercie pour nous avoir accordé l'hospitalité et celui de réaliser cette émission Sport et Pédagogie. Et quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain à 18h30 et la rediffusion à 13h30. Au revoir.